Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier démocratisé au Forum Normandie pour la paix sur les murs en Europe et le fait qu'ils mettent en péril peut-être les valeurs de l'Union européenne. Donc bienvenue à tous et à toutes. Avant de commencer vraiment l'atelier, il y a quelques petites explications à faire. De toute façon, on attend notre troisième intervenant. Et j'ai le temps de vous expliquer comment on va interagir avec vous dans la salle pour que vous puissiez aussi être actifs durant cet atelier. Vous allez utiliser vos portables, en fait. Vous avez le droit de l'avoir. Vous pouvez aller directement sur Internet. Vous tapez Slido sur votre barre de recherche. Allez-y, on va faire les premiers tests ensemble. Donc vous allez sur Slido. Alors, quelques consignes. Sur Slido, vous avez l'air d'être anonyme, mais vous ne l'êtes pas complètement. Les organisateurs savent quel portable se connecte. Donc, soyez, s'il vous plaît, courtois et ne dites pas de bêtises sur le Slido. Hein. L'année dernière, on a eu quelques petites phrases malheureuses et quand on a diffusé tout sur les écrans, on a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Donc, je vous prie de rester très respectueux dans le Slido aussi et de suivre la conférence à travers le Slido. Vous pouvez continuellement poser vos questions aussi sur cette application, sur ce site internet et interagir avec nous et mettre des commentaires. Nous, à la fin, on pourra recueillir vos questions et les poser aux intervenants si besoin, notamment si vous êtes timide et que vous n'osez pas prendre le micro pour interagir. Le Slido est là aussi pour ça. Sinon, il y aura le micro qui se baladera entre vous pour que vous puissiez aussi interagir avec les intervenants. Donc, quand vous arrivez sur Slido, vous devez mettre un hashtag. Donc, c'est NPP 2022, Normandie pour la paix 2022. Et vous devez arriver normalement dans un espace où vous pouvez poser des questions, où vous allez devoir répondre à des enquêtes, parfois répondre à des nuages de mots, etc. Donc, normalement, ma collègue Salomé peut voir le nombre de personnes qui se connectent en direct. Est-ce que vous arrivez à vous connecter ? Ça va ? Ça a l'air d'aller. Voilà. On va déjà vous poser une première question pour voir si ça fonctionne, si on peut bien interagir avec vous. Avant même de commencer l'atelier, on va vous poser une question sur les murs en Europe. Donc, selon vous, la première question, c'est très simple, vous répondez par oui ou par non. Selon vous, y a-t-il encore des murs dans l'Union européenne ? Normalement, la question va s'afficher sur votre téléphone. Vous l'avez, la question ? Oui. Là, vous pouvez répondre et on va avoir en fait le sondage qui apparaîtra sur nos écrans. Bonjour Ferran. Vous pouvez directement arriver. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas commencé, on fait un premier test. Alors, est-ce que Salomé, on a combien de connectés ? 63 personnes, on attend encore un petit peu. Est-ce que tout le monde a pu répondre ? Bien. Ceux qui sont connectés ont pu répondre ou pas ? Allez-y, dites-moi. Oui, c'est bon. Donc, c'est déjà pas mal, 63 réponses. Alors, on va pouvoir commencer, on vous donnera les résultats tout à l'heure, et on va pouvoir commencer notre atelier avec nos invités. Avant ça, évidemment, qui sommes-nous pour vous faire un atelier démocratisé sur l'Union européenne. Alors, on représente, ma collègue Bénédicte, Lucia et Viviane qui est ici, le collectif normand et européen.
En fait, on est des structures, des associations qui travaillons nous travaillons sur l'Union européenne, sur le territoire normand. Et avec la région Normandie, on a décidé de créer un collectif pour voilà, avoir une plus grande force de frappe au niveau régional et même parfois européen. Et donc, notre but, c'est de faire de la pédagogie autour de l'Union européenne et voilà, d'aller auprès des citoyens, le plus proche possible des citoyens pour voilà, expliquer un peu le fonctionnement, l'actualité, l'histoire de l'Union européenne, de façon parfois très ludique, en créant des activités voilà, comme des escape games. Vous avez même là un escape game en ligne, un rallye click and go par exemple, que vous pouvez faire directement depuis chez vous. Des ateliers, etc., qu'on met en place pour les établissements scolaires, pour les associations, pour beaucoup voilà, de personnes, même sur des marchés, sur des foires, etc. Donc on vient à votre rencontre. Et qui compose donc ce collectif normand européen? Il y a d'abord le Créant Europe Direct Normandie-Vire, donc, qui est représenté par Bénédicte. Il y a le CRIGE Normandie, donc l'information jeunesse de Normandie, qui est basée aussi à Caen et à Rouen, avec Lucia. Il y a la Maison de l'Europe de l'Eure qui est à Évreux. Il y a les mouvements européens, les différents mouvements européens du territoire, donc Basse-Normandie, à Cabourg, en Seine-Maritime. Et on a aussi la Maison de l'Europe de Seine-Maritime qui participe de temps à autre à nos activités. Voilà un peu la cartographie du collectif. Et pour vous voilà, présenter un peu ce qu'on a fait en 2022, on a une toute petite vidéo que vous pourrez regarder sur les écrans. Voilà un peu l'autre projet 2022 qui se clôture aujourd'hui avec vous à Normandie pour la paix. Avant de... Juste, je vous rappelle la question qu'on se pose aujourd'hui lors de notre débat, c'est: les murs en Europe peuvent-ils mettre en péril les objectifs et valeurs de l'Union européenne? Et je vous avais posé une question, selon vous, y a-t-il encore des murs dans l'Union européenne? On va voir ce que vous avez répondu directement. Alors, vous avez répondu oui majoritairement, avec une grosse majorité. Donc on va voir tout à l'heure si vous avez raison. Et en fait, non, on va voir tout de suite. Vous avez raison, il y a des murs en Europe. Et donc, on va vous poser la deuxième question du Slido. Et comme ça, on va le révéler plus tard, juste avant une question.
à votre avis, où? Vous pourrez répondre à la question où. N'hésitez pas à mettre des villes, des pays, comme vous le sentez. Où est-ce qu'on a des murs en Europe? Ne mettez pas chez moi entre 4 murs. Ici, on a des murs. Allez-y, on va voir si vous connaissez un peu le territoire européen. Salomé va me dire si le nombre de personnes qui votent augmente. Allez-y. Pendant que vous répondez à cette question où, on va présenter nos intervenants. Donc, je remercie chaleureusement nos intervenants de participer à cet atelier avec vous. Certains viennent de loin, donc merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, on a avec nous Monsieur Ferran Paradeias Espuni, qui est donc chef de la communication auprès de la représentation en France de la Commission européenne. Nous avons aussi Madame Elena Lazarou, qui est donc au service de recherche du Parlement européen, spécialisé en droit extérieur, droit international. Et nous avons Madame Adelgard Scherman, qui est donc invitée témoin de la chute du mur de Berlin, mais aussi professeure d'allemand, d'histoire et de politique, et donc qui va vous faire un témoignage sur le mur de Berlin. Tout au long de cet atelier, on va avoir en fil conducteur le mur de Berlin, et on va voir aussi les autres murs au sein de l'Union européenne et parfois au niveau mondial. On va voir aussi un autre témoignage d'une personne qui a aussi vécu la chute du mur de Berlin, et donc et d'une personne aussi en vidéo que vous allez voir qui a vécu à l'Est, en Roumanie. Donc vous allez avoir quelques témoignages, vous allez avoir des questionnements autour de ces murs en Europe, et donc on va pouvoir aller vers ces questionnements-là avec vous. Est-ce que c'est bon pour le Slido? On va plutôt révéler ça après, mais on va déjà vous permettre de vous présenter très rapidement un petit peu plus, si vous avez des choses à dire avant de commencer, et voilà, dire peut-être bonjour, et puis voilà, vous dire un petit mot sur vous, mais très très rapidement, s'il vous plaît. Ok, je m'appelle Ferran Tarradellas, tu l'as dit déjà. Moi, je suis espagnol, vous reconnaîtrez pour mon français que je ne suis pas français. Mes excuses pour ce que j'ai fait à votre belle langue, mais bon, je vais essayer de la parler le mieux que je peux. Et je suis ici parce qu'il n'y a pas de mur à l'Union européenne. C'est-à-dire que je suis venu de l'Espagne jusqu'à Normandie sans que personne m'arrêtait jusqu'à l'instant, sauf quand j'entrais au Forum pour la paix. Là, on m'a arrêté, on m'a dit non, vous avez besoin d'un badge et tout ça. Mais bon, ça, c'est simplement pour dire que parfois quelques murs sont nécessaires, mais seulement les indispensables. Guten Morgen. Buen dia. Bonjour à vous. Donc, je suis Madame Scherman. Je parle français parce que c'était ma deuxième langue, mais aussi parce que j'ai vécu 30 ans en France. J'étais prof d'allemand ici, en banlieue. Et j'ai aussi vécu un peu en Angleterre. Et je suis là à la retraite. Je me suis installée à Berlin. C'est la première fois que j'habite actuellement à Berlin. J'ai fait plein de voyages d'études, d'échanges avec l'Allemagne, avec Berlin, tous les ans avec mes élèves. Donc, on a vu le mur, les traces du mur et tout ce qu'il reste encore. C'était très excitant. J'ai fait des projets dans notre lycée avec le mur pour les 20 ans. On a construit un mur dans notre cours de lycée qu'on a détruit. Et donc, je suis ravie d'être invitée et de témoigner aujourd'hui devant vous. Danke. Bonjour, je suis Elena. Je suis grecque et chypriote. Alors, j'ai deux identités, deux citoyennetés. Je suis identité européenne. Je suis ici parce que je travaille au service de recherche du Parlement européen. Je suis chef d'une unité qui aborde la thématique de politique extérieure. Et ce qu'on fait du jour à jour et chaque jour, et on essaie de diminuer le mur entre la communication de ce que l'Union européenne fait,
les barrières de communication entre ce qui soit fait et ce que les citoyens comprennent, ce qui soit fait et ce que nos députés comprennent, parce que les députés, ils sont des personnes normales, ils ne savent pas du tout. Alors, ce qu'on essaie de faire dans notre service, c'est d'expliquer les politiques, expliquer les relations internationales, expliquer ce qui se passe au monde, expliquer les avantages et les désavantages des différents choix qui peuvent être faits à la part politique. Moi, personnellement, j'ai une intéressante histoire avec le mur. Quand j'étais petite, la Chypre ne faisait pas partie de l'Union européenne. Alors ma mère, ma sœur et moi, nous étions citoyens européens. Et mon père, chypriote, n'était pas. Alors quand on voyageait, nous, les trois, nous passions sans passeport, sans rien. Et mon père, toujours, on devait l'attendre. Et c'était un mur entre l'espace où mon père était et l'espace où nous étions aux aéroports. Et cette histoire de mur, c'est quelque chose que je ressens de cette époque et j'apprécie dans l'Union européenne, comme c'était déjà dit. Et puis, j'ai aussi vécu au Brésil et aux États-Unis. Et pour moi aussi, l'Atlantique, c'est un mur intéressant parce qu'ici en Europe, parfois, on croit qu'il y a de murs entre les pays, mais quand on va et on vit dans un endroit très, très long d'ici, on se perçoit il y a d'autres barrières aussi. Et voilà, j'ai dédié ma vie à essayer pour un monde qui n'a pas de mur, qui n'a pas de frontières. Merci beaucoup pour cette courte présentation. On a fait passer le micro, mais on avait un au milieu, effectivement. Alors, on va commencer notre première partie sur le mur de Berlin et on va avoir des témoignages sur le mur de Berlin. Et on commence très vite avec le témoignage d'Adina Revolt, qui travaille à la Commission européenne et qu'on va pouvoir voir en vidéo. Elle a vécu en Roumanie et donc on écoute son témoignage. Je suis née de l'autre côté du rideau de fer, en Roumanie. En 89, j'avais 6 ans. Et l'enfermement intellectuel était tel en Roumanie qu'en fait, j'ai appris la chute du mur après sa chute parce que je ne savais pas qu'il y avait un mur. À l'école, on ne savait pas qu'il y avait un mur, on ne savait pas que la Roumanie était de l'autre côté du rideau de fer. Donc en fait, j'ai appris la chute du mur lors de la révolution roumaine en décembre 1989. Donc presque un mois après sa chute réelle, à l'école, on parlait que de Ceausescu, de la gloire de Ceausescu, de la gloire de la Roumanie socialiste. On ne savait pas que l'Europe était coupée en deux, on ne savait pas qu'il y avait un mur qui avait été construit. Lorsque, enfin, le régime de Ceausescu est tombé et on a commencé à parler, parce qu'en fait, dans un régime communiste, on ne parle pas. Les gens ont commencé à parler du mur de Berlin, j'ai entendu parler à la radio, à la télé. On n'avait pas de télé. En Roumanie, on avait 2 heures de télé par jour. Et c'était une télé complètement contrôlée. À l'école, on apprenait que des chants, des poèmes à la gloire de Ceausescu. Les gens ne parlaient pas du mur parce que c'était quelque chose justement qui pouvait être contre Ceausescu et contre le régime. Donc, j'ai appris la chute du mur en fait quand le régime est tombé et quand enfin on a découvert la liberté. Voilà un court témoignage d'Adina. Vous avez en fait la vidéo sur Internet et vous l'aurez sur nos réseaux sociaux, donc Maison de l'Europe, CRIJ et Créant, pour voir la suite des témoignages parce que la Commission européenne a fait une vidéo qui durait 6 minutes, mais on ne pouvait pas tout montrer. Et donc n'hésitez pas à aller voir dès cet après-midi, je pense, ou demain, la vidéo en complet pour voir les autres témoignages de la Commission européenne. On a aussi un témoignage qui nous a été transmis par écrit par monsieur Cartolano Loeffler, qui a vécu à l'est du mur de Berlin. Adi a vécu plutôt à l'ouest. Et donc on va écouter son témoignage écrit qui va être lu par Salomé. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous partager le témoignage de monsieur Cartolano Loeffler, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais qui voulait vraiment vous partager le souvenir qu'il avait de cette journée particulière. Je m'appelle Martin Cartolano Loeffler. Je suis né le 21 février 1962, environ 6 mois après la construction du mur. Ma mère aurait pu s'enfuir à Berlin-Ouest avec ma sœur à la main et moi dans son ventre.
elle ne l'a pas fait. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai donc grandi à Berlin-Est, à l'ombre du mur de Berlin. J'ai été invitée par vos conférenciers en tant que témoin pour raconter ce que j'ai vécu. Le 9 novembre 1989 était un jeudi. Je travaillais dans un foyer pour enfants portant le nom du couple français Joliot-Curie, dans le quartier de Prenzlauer Berg, où je vis encore aujourd'hui. Mon service durait jusqu'à 22h et comme je n'avais pas de télévision, je rendais visite à des amis pour pouvoir regarder les informations. L'époque était turbulente et il était conseillé de se tenir au courant souvent. Aux informations du soir, il y avait des nouvelles diffuses sur l'ouverture des frontières, c'est-à-dire aussi sur le mur de Berlin. Cela n'était pas clair, comme d'ailleurs peu de choses l'étaient à l'époque, si l'on pouvait vraiment quitter la RDA, vivant ou non, par exemple. Les mots d'adieu que j'ai adressés à mes amis étaient les suivants. Maintenant que nous avons attendu si longtemps, un jour de plus ou de moins, cela ne compte pas. En effet, jusqu'à ce jour, il était réaliste de penser que l'on pouvait quitter la RDA tout au plus par la fuite, et seulement dans de rares cas, par une demande de sortie du territoire. Alors que je rentrais chez moi à vélo vers 23h, j'ai entendu un bruit vers le stade de Weldingen. Un bruit que je n'avais pas l'habitude d'entendre, mais seulement lors des matchs de football. Sauf qu'il était bien trop tard pour cela. Mon appartement se tenait tout près du mur de Berlin. Et le stade était à environ 1 kilomètre. De mon appartement, j'ai rapidement récupéré mon appareil photo, un peu d'argent de l'Ouest et un carnet d'adresses. Puis, je suis partie en direction de celui-ci. Avant même d'arriver à destination, j'ai dû mettre un pied à terre et pousser, car une immense foule s'était formée. C'est comme si on retirait le bouchon d'une baignoire. L'eau commençait à s'écouler et à former un tourbillon. Au stade de la jeunesse mondiale se trouvait un poste-frontière, et c'est là que se dirigeait cette foule. Je n'avais plus qu'à avancer au pas. Lorsque nous sommes arrivés, le poste frontière était ouvert en grand et il n'y avait pas de contrôle. Des officiers résignés des troupes frontalières se tenaient à l'écart. Nous avions franchi les barrières et tout à coup, nous étions à l'ouest. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, ma tête n'arrivait pas à réaliser ce qui se passait et je suis sûre que ceux qui étaient avec moi étaient dans le même cas. Aucun mot n'a été aussi souvent prononcé à ce moment-là que « folie ». De parfaits inconnus s'embrassaient, criaient, dansaient, riaient, pleuraient et essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Ce jour-là et les jours suivants, il y avait de la gaieté, un sentiment enivrant de bonheur. La constatation qui me reste, il y a des moments où les coins de la bouche menacent de se déchirer à force de rire. C'est exactement ce que j'ai vécu cette nuit-là. 33 ans ont passé depuis lors. J'ai aujourd'hui 60 ans, j'en avais 27 à l'époque. Le stade de la jeunesse mondiale a été démoli. C'est là que se trouve aujourd'hui le siège et la maison d'enfants Joliot-Curie, qui n'existe plus. Mais je n'ai pas oublié ceux qui ont donné leur nom à cette école, Irène et Frédéric Joliot-Curie, qui étaient des militants pour la paix. Je vous remercie d'avoir pu écouter mon témoignage. Cela m'a fait plaisir de revivre ces moments. L'expression « tuer l'histoire » prend vraiment vie quand on la raconte. Je vous souhaite une très belle journée et une joie sans limite dans ce forum Normandie pour la paix. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les transmettre aux intervenants. Je m'efforcerai d'y répondre. Martine Cortolano-Lofleur. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions pour Martine, n'hésitez pas à les poser sur le Slido et on transmettra, et ensuite on vous transmettra à vos professeurs sa réponse. Donc, ça, c'était un témoignage de l'Allemagne de l'Est. Et maintenant, on va voir le témoignage de l'Allemagne de l'Ouest avec Madame Sherman. Oui, merci. On m'a dit de parler de avant, pendant et après la chute du mur. Donc moi, j'ai grandi en Allemagne de l'Ouest. Le mur, je n'étais pas au début, je suis née dans les années 50, donc je suis déjà très vieille. Et le mur, pour l'instant, n'était pas encore construit, mais il y avait la séparation des deux Allemagnes. J'avais des grands-parents qui étaient à Berlin, une maman qui est née et a grandi à Berlin, le Grand Berlin, magnifique et des années folles, des années 20. Donc pour elle, Berlin, c'était magnifique, grand et super et une métropole. Mais c'est devenu une ville isolée, une ville-île. Donc il y avait c'était une île dans l'Est, en fait. Et c'était un État autoritaire, c'était un État où on pouvait très, très difficilement entrer. Nous,
C'était des paperasses administratives incroyables et les gens de l'Est ne pouvaient plus sortir vers l'Ouest. Sauf, il y avait encore une petite ouverture et c'était à Berlin même. De Berlin Est à Berlin Ouest, on pouvait encore, avec le métro ou genre de RER, donc S-Bahn, on pouvait encore partir à l'ouest de Berlin et de là prendre son envol si on voulait et s'installer à l'ouest. Il y a, pendant les années 50 jusqu'à la construction du mur 61, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. C'était un État, comme j'ai dit, autoritaire. C'était de plus en plus dur. Il n'y avait pas d'élection libre. Ils ont, au début, voulu construire un socialisme magnifique, mais déjà mi-53, c'est devenu difficile. Donc, les gens faisaient des grèves, les gens faisaient des manifestations. Ils ont vraiment réagi avec des chars, avec la prison. Et donc, les gens sont partis. Et cette dépression économique était aussi une forme de dépression pour les gens. Ils ne pouvaient pas s'exprimer, sauf dans la vie privée, et c'était gris. Surtout la couleur avec laquelle on comparait la RDA, c'était la grisaille. La grisaille dans les têtes, la grisaille dans la ville. Ils étaient un peu plus pauvres aussi, pendant que l'Allemagne de l'Ouest prenait son essor et il y avait le miracle économique, le Wirtschaftswunder. Et vers la fin des années 50, 60, il y avait de plus en plus de gens qui partaient par Berlin, par donc ce métro. Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas le dire avant. Hein? Ils ne pouvaient pas partir avec toutes leurs affaires. Ils n'ont pas déménagé. Ils avaient une petite valise, un petit sac. Ils disaient, oui, je vais juste prendre un café ou rendre visite à ma tante. Et voilà, ils partaient avec rien. Parce que le mur existait déjà entre les deux grandes parties de l'Allemagne, mais il n'y avait pas encore un mur à Berlin qui était un terrain occupé par les 4 alliés victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à un moment, il y avait 10 000 par mois en 61, janvier. 12 000, 13 000 par mois qui partaient. Donc, on savait qu'il fallait faire quelque chose, et même Kennedy et d'autres ont dit ils vont faire quelque chose, peut-être. Et jusqu'en dernière minute, ils ont dit mais ils ne vont pas construire un mur. Et Ulbricht, le chef du gouvernement Est, a dit mais non, on ne va pas. Hein. Et donc, ils ont construit le mur. Dans la nuit, quelle nuit? C'est comme si on veut faire quelque chose à Paris comme ça, on le ferait quand? En été, quand tout le monde est parti, quand il a les vacances, et quand en août? Le 15 août, parce que ça, c'est sûr qu'il y a très très peu de monde. Donc ils ont fait le 13 août 61, ils ont construit d'abord un tout petit mur, parce que ça ne se fait pas dans une nuit, avec des barbelés, et les gens n'ont toujours pas cru. Mais ce n'est pas possible. Mais ils l'ont fait, c'est pas possible. Et en dernière minute, il y a des gens qui sont partis, qui ont sauté les premières pierres pour être à l'ouest. Et en fait, il y avait des manques là, il y avait des manques à l'est. Je me rappelle, avec ma mère, on avait des adresses d'une vieille dame et d'une famille à l'est. Pour Noël, on envoyait des colis avec des chocolats, avec cacao, avec café, des produits qu'ils n'ont pas eu de l'autre côté.
Et on a toujours reçu aussi un petit colis avec les produits d'art, handwerk, oui, des œuvres d'artisans de leur part. Donc voilà, le mur était construit. Et figurez-vous, il y a des jeunes de votre âge qui ont 60, non, en 59, parce qu'ils ont protesté contre la réaction des Russes contre le printemps de Prague, où ils voulaient la paix aussi. Et ils ont protesté dans leur classe, c'était pas à Berlin, mais près, dans une petite ville. Ils ont fait juste une minute de silence dans leur classe. Et on voulait absolument savoir qui a organisé ça. Et toute la classe a dit non, on tient bon, on ne le dit pas. On ne dit pas qui nous a donné cette idée. Et donc, ils ont tenu bon. Ils étaient en 11e, en première. Donc, 1 an avant le bac, on leur a dit, vous n'avez pas le droit de faire le bac. Donc, c'est fini pour vous. La vie professionnelle, votre avenir est fini. Les parents ont fait de la pression. Dites, s'il vous plaît, tu ne vas pas... Voilà. Et ils ont décidé, à 16, 17 ans, ils ont décidé de fuir. Chacun a pris son petit sac. Ils sont partis par Berlin, un par un, parce qu'on ne pouvait pas aller en groupe. Et ils sont partis donc 59. Et ils se sont retrouvés dans la région de Francfort. Vous vous imaginez à votre âge de laisser sa famille et d'aller partir et ne pas savoir si éventuellement un jour dans la vie vous allez retrouver votre famille. Juste parce que vous avez protesté et juste parce que la liberté et les droits de l'homme sont importants pour vous. C'est tout. Donc les gens sont partis par tous les moyens, par l'air avec des ballons, par la nage, la mer. La nage, il y a encore aujourd'hui, on sait qu'on va trouver des morts au fond de la mer. Ils sont par la terre, ils ont construit des tunnels. Tout ça, vous trouvez dans des films et c'est des histoires vraies. Donc, maintenant, je reviens sur la chute. Pendant le mur. Moi, disons, je vais à Berlin pour la première fois avec ma maman. On traverse la frontière et il y avait bien sûr les gardes frontières. Surtout une chose, ils n'étaient pas aimables. Ils étaient vraiment de fer avec un visage de ciment. Et moi, j'avais 9 ans, j'étais là. J'étais isolée de ma mère. On m'a contrôlée l'oreille droite, l'oreille gauche. Moi, j'étais là. J'avais peur. On ne sait jamais. Ma mère a dit, tu fais tout ce qu'ils veulent. OK. On avait l'impression, ils ont l'ordre surtout de ne pas sourire. Jamais sourire. Comme ça. Voilà, ça, probablement, ça a pris que quelques minutes, mais moi, j'étais vraiment, vraiment effrayée. Et à l'Est, on a rendu visite à ma maman, une copine de ma maman qui vivait à l'Est. De nouveau, on a traversé le mur. Ok, j'étais déjà un peu bon. Et après, on a vu avec elle l'allée de Staline, une allée très large, très jolie, avec des arbres, etc. Il y avait aussi un café qui existe encore, où on pouvait aller prendre un café, des jolis gâteaux, etc. Donc là, c'était
la vitrine. Mais c'était juste cette grande allée, hein. C'est les Champs-Élysées de l'Est. Donc, j'étais impressionnée, mais j'étais contente aussi de retourner. J'ai plusieurs amis qui sont partis de l'Est. Une amie qui a fui début des années 80, et c'était très dur pour elle, parce qu'elle est fille unique et sa mère était seule. Et donc elle a dit, tu sais, 25 ans, je voulais partir, et c'était difficile pour moi de laisser ma mère seule, parce que je savais je ne vais plus jamais la voir, parce que personne comptait sur la chute du mur. Donc elle est partie, et c'était très difficile parce que la mère est tombée malade. Elle a eu un cancer. Elle était dans le fameux, très célèbre hôpital Charité, de l'autre côté du mur. Elle pouvait voir la Charité, mais elle ne pouvait pas voir sa mère, et elle est morte. Et c'était quelques mois avant la chute du mur. Vous imaginez, elle était vraiment anéantie. Elle est allée voir, après, on pouvait aller voir les archives de la police de l'État, la Stasi. Et elle a dit, je suis allée voir. Et franchement, j'ai jeté la moitié de mon agenda avec les adresses. Purée, il y a tout le monde qui m'a espionnée. De la famille, des amis, les très proches. Très, très proche. Elle a dit, c'est terrible. C'est terrible de voir ça des années après. On ne le croit pas. On ne le croit pas. C'est des gens voilà, avec lesquels tu as passé ta vie. Tu as fêté, tu as tout fait. Et voilà. Moi, de toute façon, moi, je ne veux plus les voir. Elle ne les voit plus. Et c'est ceux qui ont fui, ils ont vraiment commencé à zéro. Ils étaient aidés par l'État de l'Ouest, etc. On les aidait, mais quand même. Et après la chute du mur, on s'est dit waouh, c'est pas possible. Comme a dit le témoignage de Monsieur Martin, quelque chose. C'est la folie. C'est la folie, c'est pas vrai. Elle est tombée, c'est ouvert. Je connais des gens, on l'a dit au téléphone le soir, j'ai dit, écoute, c'est vraiment pas le temps pour des blagues. Non, mais appelle-moi cet après-midi, ok? Mais non, c'est vraiment ouvert. Et moi qui étais à Hambourg, on était devant la télé, mais vous regardez des séries, vous? Les séries? Bah oui, mais là, en 89, c'était notre série télé. Je travaillais, je rentrais à 6h, 6h30. La première chose, c'était télé. Qu'est-ce qui se passe? Chaque avancée, chaque jour était un événement. Et c'est vrai, on ne regarde rien d'autre. Tout le monde, et tous les événements du monde sont concentrés sur Berlin. Est-ce que ça va tenir aussi? Est-ce qu'ils vont le refermer? Mais non. Il y a des manifs encore à Leipzig. Ils peuvent venir. Il y avait de la police tout le long de la manif. Tout le long. Ils vont envoyer les chars, les Russes ou pas. C'était pas aujourd'hui, c'est un événement, c'est quelques jours. Mais pour nous, c'était des mois. Et on ne savait pas, on connaissait pas la fin. On ne connaissait pas l'avenir. C'est vraiment une charnière. Et il faut aussi savoir, les gens de l'Est, ils étaient quand même préparés. C'était une surprise. Mais pendant des années, il y avait des groupes d'opposition, des intellectuels, des artistes, des gens dans les églises. Pendant des années,
Ils se sont organisés, ils se sont trouvés, ils ont protesté, ils ont envoyé des lettres. Donc les gens étaient prêts aussi. Il ne faut pas oublier, les murs tombent peut-être en quelques jours, mais c'est une préparation. Il faut être prêt pour le jour J. Et les gens, il y a de plus en plus de gens, ils se sont dit maintenant, on est 20 000, on est 30 000, on est 70 000 dans les rues de Leipzig. Maintenant, ils ne peuvent plus venir pour nous chasser, pour nous tuer avec les chars. On s'en fiche. Et ça, c'est quelque chose aussi à savoir. Les murs tombent, mais c'est un travail quotidien. C'est un engagement aussi quotidien. Et ça peut aller très, très vite, mais en ce cas, pour cet événement, il faut se préparer. Après, les gens venaient, et donc l'Ouest, le gouvernement, la classe politique, elle était ravie, bien sûr, à l'Ouest. On leur a donné 100 € je voulais dire par jour, non pas personne, mais ils sont revenus plusieurs fois, donc on leur a dit, on n'a pas fait une liste, pardon. Donc, après quelques temps, on dit... Bon, ils vident les Aldi, les Lidl, ils viennent, ils achètent. Non, merde, tous les jours, il y a la queue maintenant. Avant, c'était à l'Est, les queues, là, pour avoir un peu de café ou des oranges. Et maintenant, c'est chez nous. Non, mais franchement, ils sont très gentils. On est contents, mais il y a aussi des aspects un peu gênants, négatifs. Et on regardait de l'Ouest, on regardait un peu d'en haut. Hein. C'est quand même, c'est pas le tiers-monde, mais ils ne sont pas vraiment développés. C'est des Aussie. Je connais une fille qui est venue avec sa maman. Et bon, aujourd'hui, elle mène des ateliers pour l'Europe, Erasmus+, et tout. Et elle a dit, tu sais, on a vécu à Cologne et ma mère n'a jamais dit qu'on vient de Rostock, qui est à l'Est. Elle a toujours évité la question, évité de dire très clairement qu'on venait de l'Est, parce qu'elle a dit c'était pas mal vu, mais on était tout de suite, on se sentait un peu dégradé. Et c'est vrai, nous, on était arrogants. Ceux-là, ils n'ont même pas une copine qui est infirmière, elle avait une collègue, elle avait les spritzen, les piqûres. Et ma copine dit, mais on ne lave pas les piqûres, c'est en plastique, c'est jetable. Et la fille de l'Est dit, nous, on n'avait pas en plastique. C'était en verre, et donc on les lavait. C'est un petit exemple. D'un autre côté, il y avait les gens de l'Est qui passaient à l'Est avec leur voiture. De plus en plus, je me suis dit, mais pourquoi tu vas, ou c'est un copain qui va avec son... Oui, je vais le vendre là-bas. À l'Est, ils n'avaient pas des grandes voitures, donc ils achetaient toutes les voitures, on y allait, les voitures de seconde main, d'un très bon prix, même si, surtout bien sûr des Mercedes, des BMW, etc. Et les gens de l'Ouest ont dit, très bien, moi j'y vais, après je m'achète une autre, ici, qui est beaucoup moins chère. On a aussi, et ça c'est important à savoir, la première chose qui a marché, excusez-moi, c'est les bordels. C'est difficile à savoir. La première chose, c'est les gens ont perdu leur emploi à l'Est. Donc, souvent, les hommes, avec des cars de Munich, de Nuremberg, de Francfort, ils sont allés à Dresde ou quelque part, ils ont dit, voilà, on a un travail pour une semaine, venez. Et donc, surtout les hommes, bien sûr, venez,
on revient dans une semaine avec vous. Les femmes qui ont toutes travaillé en Allemagne de l'Est, ils ont perdu leur emploi aussi. Les usines, les entreprises ont fermé et les crèches dans les entreprises aussi, parce qu'à l'Est, il y avait les crèches dans chaque entreprise. Et donc, les femmes se trouvaient tout d'un coup avec les enfants à la maison. Il y a une que j'ai rencontrée à Dresde qui me dit tu sais, j'ai 3 enfants. Je voulais pas être à la maison avec 3 enfants. J'ai pas pensé à ça. Donc, tout d'un coup, je me trouve là. Oui, je peux voyager maintenant. Et alors? Mais moi, je peux pas le payer. Maintenant, j'ai la liberté. Et alors, qu'est-ce que je fais avec cette liberté? Rester à la maison. J'ai pas de travail, je le trouve pas. Un jeune homme de 30 ans que j'ai rencontré en Suisse, voilà, il a dit, tu sais, le premier Mercedes, bon, c'est comme ça qu'il a formulé, hein, la première Mercedes qui est passée, et ma femme est partie. Moi, je suis seule là. Ça aussi, c'est la réalité. Les gens de l'Ouest qui venaient disaient « Ah, d'ailleurs, cette maison-là, c'est à moi, c'est à ma famille. On nous a volé. C'est les communistes qui l'ont volé. Tu habites là? Oui, désolé, mais c'est à moi. » Donc, il y avait aussi des moments très, très durs. Donc, la réunification et la réconciliation du peuple, ça a pris beaucoup plus de temps que les quelques mois de la chute du mur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir, où il faut avoir de la patience, mais aussi s'adapter, apprendre, être indulgente, être patiente des deux côtés, être prêt à apprendre. J'étais à Hambourg, je suis dans le grand centre commercial. Avant Noël, en plus, il y avait les gens avec des trabis qui sont venus. On les sentait avant de les voir, parce que les trabis, franchement, ça pue. Hein? Et nous, on est allé voir les trabis parce qu'on a entendu que c'est pas en métal. Et on est allé voir pour appuyer dessus, et c'est vrai, ils n'étaient pas en métal. C'était vraiment papier pressé, croyez-moi. Donc, les gens sont venus, ils sont entrés dans le centre commercial, ils ont dit « Waouh !» Vous savez, la déco de Noël, c'est vraiment génial, partout. Ils ont dit « Génial !» Ils avaient les larmes aux yeux. Et moi, j'ai dit « Écoutez, mais nous on ne peut pas acheter tout ça. On n'est pas riches. Bien sûr, pour eux, on était tous des millionnaires. On peut pas, c'est pas pour nous tout ça. » Ils ont dit, mais vraiment avec beaucoup de colère, ça existe ici, il y a quand même des gens qui peuvent l'acheter. Sinon, ça n'existerait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai? C'est vrai. Et la grande différence entre les couches sociales et tout ça, ils ont découvert. Pour eux, ils n'avaient pas. Ils n'ont pas fui l'Est parce qu'ils étaient chômeurs. Il n'y avait pas de chômage. Ils n'ont pas fui l'Est parce qu'ils étaient des SDF. Parce que tout le monde avait un appart. C'est juste pour la liberté et pour les droits de l'homme et pour ne pas avoir un État qui est tout le temps derrière toi pour te dire ce qu'il faut faire, dire, penser. Et pour vivre que dans les niches. Voilà, je crois que j'ai déjà parlé trop longtemps. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, pour faire la transition avec notre partie 2, on a aussi une jeune Allemande qui est ici avec nous.
dans le public avec vous et qui, en 2 petites minutes, va aussi nous parler du mur de Berlin. Que signifie pour toi, Cara, qui est donc volontaire au CRIJ, que signifie le mur de Berlin? On peut lui donner un micro. Elle est un peu timide, mais ça va aller. Ok. Alors, je dois avouer qu'au quotidien, je ne pense pas au mur de Berlin et je ne pense pas à cette histoire ou cette frontière qui existait entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Pour moi, le mur de Berlin évoque plutôt l'histoire de l'Allemagne, donc la Seconde Guerre mondiale et aussi le génocide des Juifs. Mais je sais qu'il y a des personnes des générations plus âgées. Ils font souvent encore une séparation mentale entre l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Et ils ont parfois des préjugés. Bon, après, moi, je viens de l'Allemagne de l'Ouest. Donc, je ne sais pas comment c'est à l'Est. Mais c'est surtout à cause du régime qu'il y avait à l'Allemagne de l'Est. Ça fait en sorte que les gens à l'Ouest, ils pensent qu'on ne peut peut-être pas forcément faire confiance aux personnes qui viennent de l'Est à cause de leurs expériences et que ça les a fortement influencés. Mais pour moi, si on ne m'avait pas dit ça, si je n'avais pas entendu ça, je n'aurais jamais fait une différence entre les Allemands de l'Est et de l'Ouest, parce que pour moi, tout le monde est allemand. Il n'y a pas de différence. C'est très difficile pour moi aujourd'hui d'imaginer cette frontière ou de penser de cette manière. Voilà. Merci, Cara. Alors, on va afficher le « où » de tout à l'heure et on va vous poser une question Slido. Comme ça, vous allez pouvoir, pendant ce temps, voir où est-ce que vous situez les murs sur notre écran et répondre à la question, à votre avis, en un seul mot, à quoi servent les murs? Ne me dites pas construire une maison, hein, on sait. Mais à quoi servent les murs? Donc là, pour où vous avez situé les murs en Europe, pendant que vous répondez à la question que je vous ai posée, on va regarder où vous avez situé les murs en Europe. Alors vous avez mis en gros la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, la Turquie et l'Espagne. C'est vraiment les gros pays, la République tchèque, qui apparaissent comme ça. Alors très étonnamment, on voit aussi la France, qui apparaît plusieurs fois, parce qu'en bleu, donc c'est que vous l'avez mis plusieurs fois. On voit l'Ukraine. Vous avez mis vous avez mis la Grèce, vous avez mis la Slovaquie, l'Angleterre, vous avez mis la Biélorussie, l'Allemagne aussi. Vous avez mis mur espagnol proche du Maroc, effectivement, on va vous dire. Plusieurs fois Hongrie, Espagne, Grèce, Slovaquie. Donc là, vous voyez un peu comment vous avez situé les murs en Europe. On verra tout à l'heure avec Elena si oui, il y a ces murs-là dans l'Union européenne. On vous laisse répondre encore un peu de temps à la question « À quoi servent les murs ?» et je vais tout de suite donner la parole à nos intervenants avec une première question pour Ferran. Mais les autres intervenants, n'hésitez pas à intervenir et à répondre aussi à la question si vous le souhaitez. Donc, on a essayé de régler un peu comme ça, mais vous aussi, vous pouvez participer aux questions, évidemment. Donc, première question pour Ferran. On a vu le témoignage d'Adina tout à l'heure qui était en Roumanie à l'époque de la chute du mur. Donc, le mur physique est tombé. Eux, ils l'ont su après. Cela a permis de délier les langues en Roumanie, un début de résistance permettant plus tard la chute de Ceausescu, mais aussi la chute du mur de Berlin a permis l'élargissement à l'est de l'Union européenne. Est-ce que la chute physique du mur de Berlin et cet élargissement ont fait aussi tomber les barrières idéologiques dans la tête des gens?
Bon, c'est une question difficile à répondre. J'aimerais faire quelques réflexions autour de témoignages que nous avons entendus, de jeunes, de moins jeunes, sur cette chute de mur et faire quelques réflexions. La première réflexion que je ferai, c'est de dire l'élargissement qu'on a fait l'année 2004 et 2007, c'était un moment où il y a eu 10 pays qui sont rentrés de coup à l'Union européenne en 2004, plus 2 un peu plus tard. Je crois que c'est très important à avoir en compte qu'un des pays qui est rentré en 2004, c'était l'Eslovénie. L'Eslovénie faisait partie de l'ancienne Yougoslavie, qui aux années 90, probablement vous n'étiez pas encore né, mais bon, ils ont souffert encore une autre guerre. Et c'est là que ces élargissements, ils ont eu beaucoup de critiques parce qu'on a dit non, on les a fait trop tôt, ça coûtait trop d'argent, ils sont très différents, ils ne pensent pas comme nous. Voilà, ce sont des critiques qui sont légitimes, mais moi personnellement, je pense qu'on ne pouvait pas laisser passer une opportunité pour finir avec une guerre qu'on avait encore en Europe, qui était la guerre froide. Alors maintenant, je travaille avec des collègues, Adina même, elle travaille à la représentation de la Commission avec nous. Je travaille avec des collègues des pays de l'Est et de l'Ouest. Et pour répondre à ta question, je dois dire que je ne vois pas tellement de différence. Je ne sais pas si vous savez quel est le motto de l'Union européenne. Quelqu'un pourrait me le dire? La devise, pardon. La devise de l'Union européenne? Voilà, exactement. Unis dans la diversité. Je crois qu'il mérite un applaudissement. Très bien. Très bien, très bien. Unis dans la diversité. Et voilà, l'Union européenne, c'est exactement ça. Est-ce que les pays qui ont rentré l'année 2004, l'année 2008 et après l'année 2013 sont tellement différents à nous? D'un côté, oui. Et je trouve que c'est fantastique. Parce que la différence, c'est une richesse. En même temps, dans les fondamentaux, ne sont pas si différents que nous. Et c'est pour ça que ma réflexion suivante serait un peu, est-ce qu'il faut faire encore des élargissements à l'Union européenne? Et ma réponse est oui. Je pense que oui, la présidente de la Commission l'a dit mercredi de la semaine dernière au discours de l'État de l'Union. L'Union européenne ne sera pas complète jusqu'au moment que les pays des Balkans rentrent dans l'Union européenne. Et il ne faut pas les faire attendre éternellement. Alors, on pense qu'il faut accélérer l'existence de ces murs encore, qui sont les frontières entre Européens. La deuxième réflexion que je ferai, c'est quand les Ukrainiens ont été envahis par les Russes, une des premières choses qu'ils ont fait était demander l'entrée à l'Union européenne. Pourquoi? Parce que pour eux, rentrer à l'Union européenne, ça veut dire signifie participer de cet espace, surtout de paix, mais aussi de liberté, de valeurs, de démocratie, de droits de l'homme, tout ce que vous avez évoqué. Et toutes ces raisons, pour eux, c'est une chose pour laquelle vaut la peine de se battre. Et en fait, ce sont les Européens, maintenant les Ukrainiens, qui, avec des conditions très inégales, ils font face à cette invasion complètement illégale d'un point de vue des droits internationaux et moralement injustifiable. Et c'est pour ça que je pense que la vocation de l'Union européenne depuis sa création l'année 1950, on pourrait dire, avec la déclaration Schuman, était d'identifier qu'est-ce qui fait que les peuples sont séparés pour essayer de permettre aux peuples de bouger. Et on a commencé petit à petit, d'abord avec la liberté de mouvement de charbon et de l'acier, 1951, avec le traité de Paris. Après, avec les marchés communs, il y a beaucoup de gens qui critiquent, voilà, vous pensez qu'au commerce, bon, le commerce, c'est un vecteur de paix aussi. Après, avec la création de l'espace unique européen, l'année 1992, avec le traité de Maastricht, qui est venu de la main, et ce n'est pas pour chance, avec une déclaration européenne des droits fondamentaux. Après, avec l'élargissement, la création de l'espace Schengen, vous pouvez bouger sans passeport. Et
et d'autres murs qui peut-être sont un peu moins évidents, mais il n'y a pas si longtemps, chaque fois que vous changez de pays et vous traversez avec votre téléphone portable, il y avait un mur qui s'appelait le roaming. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire que chaque fois que vous entrez en Espagne et vous appelez en France, vous devez payer une facture complètement dingue. Oui, voilà. Maintenant, je peux appeler chez moi en Espagne avec mon téléphone et je paye la même chose que je payerais si j'étais en Espagne. Et si vous allez en Espagne, ce que je vous invite à faire parce que notre secteur touristique a besoin de visiteurs, et vous appelez en France, vous payerez la même chose que si vous appelez d'ici Caen. Voilà, c'est ça un peu la vocation européenne, de bâtir des murs parfois visibles, parfois invisibles, parce qu'au moment que le mur disparaît et les gens se connaissent et se parlent et se comprennent, toutes ces haines que nous avons arrière de notre tête commencent à disparaître. Et c'est pour ça que cette aventure européenne qu'on a commencée il y a 70 ans vaut la peine de la continuer. Bon, peut-être pour additionner quelque chose par rapport le mur et la politique d'élargissement ici, je crois que le fin de la division de Berlin et de l'Europe était une condition nécessaire, mais pas nécessairement suffisante pour l'élargissement et pour la création d'une autre idéologie. Et l'histoire de l'élargissement de l'Union européenne a été évoquée et je crois que c'est intéressant de penser, spécialement maintenant que l'Ukraine et la Moldavie se candidater pour faire partie de l'Union européenne. On pense beaucoup à l'histoire de l'élargissement et c'est intéressant de penser, même avant l'élargissement des années 2000 avec le pays de l'Est. Pensons un peu, par exemple, aux années 80. L'Espagne, la Grèce, le Portugal, le pays qui étaient les dictatures un peu avant les années 70 et les années 70. Pardon, j'habite en Belgique, ils disent 70. Mais les années 70 et le commence des années 80, ces pays qu'aujourd'hui on ne pense même pas qu'elles seraient des régimes autoritaires, mais elles étaient des dictatures. Et puis, le moment du fin des dictatures, les pays ont eu la condition nécessaire, alors elles ont devenu de démocratie et elles ont pu se candidater ou entrer dans l'Union, à l'époque la Communauté économique européenne, mais aussi la condition suffisante qui est la volonté vraiment adopter les valeurs de démocratie, du droit humain, des droits humains, de la liberté d'expression. Parce qu'on a d'autres cas, par exemple, que de candidatures qui ont demeuré beaucoup de temps. Pensons à la Turquie, par exemple, qui s'est candidatée pour entrer à l'Union européenne il y a 40 ans, et puis est devenue candidat en 2004, mais toujours, même avec la volonté d'une grande partie de la population turque d'entrer dans l'Union européenne, on observe toujours que les conditions suffisantes par exemple, de démocratie, de droit d'État, de droits humains n'est pas là. Alors, ces conditions nécessaires de ne pas avoir de mur, de ne pas avoir de régime autoritaire, mais ces conditions suffisantes pour entrer de vraiment s'engager avec les valeurs, avec ses idées. Et c'est pourquoi, à part de l'élargissement à part, l'Union européenne fait des efforts pour être sûre que cette valeur et ces conditions et ces droits sont toujours respectés, même pour les États qui sont dans l'Union. Alors, il y a des mécanismes pour observer, pour aider, pour mobiliser, que ce soit toujours l'État de droit et les droits humains et la démocratie qui font partie de l'Union. Et on a beaucoup de politiques aujourd'hui, c'est là. C'est intéressant, l'Ukraine et la Moldavie, au moment, parce que les pays ont exprimé la volonté d'entrer dans l'Union européenne, mais elles ont tout un trajet à faire pour être sûres que ces conditions vont être achevées. Et peut-être ce que je voudrais dire, c'est un peu, je pense un peu à la politique d'élargissement, comme aussi à la politique migratoire qu'on va parler dans un peu de temps. Comme combien de vous ont un téléphone mobile?
Tout le monde. OK. Il y a quelqu'un qui n'a pas? OK. C'est un mur ou c'est une pente? Comme ce téléphone, ça vous aide à être près de quelqu'un ou à se isoler de quelqu'un? À être mur? Pas mur, OK. Pente. Alors, bridge. Vous pouvez lever la main. OK. Vous croyez que vous avez ça et ça vous aide d'être près d'autres personnes. Pourquoi? Pour que vous l'utilisez d'une manière que vous permet de faire ça, parce que vous avez les applications que vous permettent de faire ça. Alors, vous choisissez d'utiliser cet outil d'une manière que vous fait proche. Mais une personne peut le prendre et peut être dans un coin, lire et ne rien faire avec ça. Alors, ce que je veux dire, quand on vous offre l'opportunité d'entrer dans l'Union européenne, c'est aussi des choses inutiles, une politique, élargissement, une politique, on peut la prendre et on peut faire, on peut implémenter ce qui est là-dedans pour entrer. Mais quand on se désengage avec ça qui est dedans, c'est un outil qu'on ne peut pas utiliser. Alors, pour moi, toute la politique est comme un téléphone. Je dis ça très souvent. C'est un outil, un tool qu'on peut utiliser de manière correcte, mais aussi on peut ne pas vraiment prendre le bénéfice de ça qui est offert. Et ça que je veux dire de la politique d'élargissement. C'est une offre d'engager avec une idéologie, engager avec des valeurs, engager avec démocratie. Et ce qui est très important et qui est déjà évoqué beaucoup, c'est que dans tous les pays candidats, avant de la candidature, il y a de forces dans les pays qui veulent changer. Ça, c'était le cas dans l'Allemagne, c'est le cas maintenant dans la Russie, même si la Russie est l'agresseur de cette horrible guerre. Dans la Russie, il y a Alexei Navalny, il y a de forces démocratiques, il y a de forces qui se battent. Et au moment où on commence à avoir un changement, comme dans les pays de l'Est européen à l'époque, cette force ont préparé et continue à s'esforcer pour achever les niveaux de démocratie et de droits humains qui sont nécessaires pour faire partie de cette idéologie européenne de liberté, égalité, démocratie. Et ce que l'Union européenne fait avec les politiques est d'essayer de donner des motifs, de financement, d'enseignement, des idées comment faire ça. Et ça, c'est une grande partie de ce type de politique d'engagement avec les pays tiers. Merci Je passe beaucoup. la parole à Lucien. Merci. Donc, on va révéler les mots, vos réponses concernant à quoi servent les murs. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Il y a plusieurs... OK. Alors, la chose qui a été la plus évoquée, c'était séparer, la sécurité, diviser, protéger, contrôler, la distinction entre les pays, arrêter, stopper la migration, les conflits, éviter les conflits, ça crée des conflits, ça évite des conflits, ne pas rentrer en conflit, la surveillance, la différenciation, bloquer les populations, régime, contrôler, séparer, ça reste les mots les plus évoqués. Alors, séparer la sécurité, diviser, protéger, contrôler. C'est un peu les deux pièces de la monnaie concernant les murs. Ça protège, mais ça sépare. Ça contrôle, mais ça apporte de la sécurité. Donc, merci pour ces suggestions. Donc, avec cette réflexion des séparations, des divisions, on rentre un peu dans les thèmes de la migration, des murs frontières, que ce soit physiques ou idéologiques. Donc, on aimerait savoir, Elena, ces crises migratoires qui se succèdent posent la question des frontières et des murs qu'on voit encore aujourd'hui au XXIe siècle dans l'Union européenne. Et on aimerait savoir quels sont ces murs pour vous et comment, pour vous, pour l'Union européenne, et comment l'Europe agit envers ces murs. Merci pour cette question.
je crois que c'est très important et très grande parce que quand on parle d'immigration, on a deux types de murs qu'on évoque. Je crois que un, c'est le mur physique, on voit là les images, mais l'autre, c'est aussi le mur idéologique et aussi le mur de langue, religion, culture. Alors, il y a plusieurs métaphores. La politique de l'Union européenne s'engage avec la migration il y a dizaines d'années. Premièrement, comme ça c'était déjà dit, aujourd'hui on ne pense pas, mais à part de la immigration hors de l'Union européenne, dans l'Union européenne, une première question de la création de la communauté économique européenne et du marché européen était la circulation des personnes dans l'Union européenne. Alors on avait dans un premier temps la immigration dans l'Union européenne, qui maintenant on ne pense pas comme immigration parce qu'on a le libre mouvement, la libre circulation, mais c'était vraiment une première chose qui a été faite, que les personnes peuvent circuler, il n'y a plus d'immigration. Moi, quand je vais de Grèce, je suis grecque, je vais à Belgique, oui, je suis un immigré, mais on ne pense même pas comme ça dans l'Union européenne parce qu'on a le droit de vivre, de travailler, de tout ça, et tout ça, c'était une des premières de 4 libertés de circulation de l'Union. Mais quand on pense aujourd'hui en politique migratoire, c'est la migration dehors de l'Union européenne, dans l'Union européenne. Et ça a deux composants, la politique de l'immigration. Un premier grand concept de la politique migratoire européenne est de lier la immigration, et la politique immigration et la politique de développement. Parce que ce qu'on trouve, et ça c'est dès les années 70, c'est que la plupart des personnes qui émigrent, qui viennent par l'Union à Europe et aux États-Unis aussi et d'autres pays développés, voudraient idéalement rester dans leur pays, mais les conditions de développement de leur pays ne sont pas telles que aideraient ça. La corruption aussi, la violence, tout ça ne donne pas d'opportunité. Avec la première chose, c'est de lier la politique de développement, d'aider les pays à se développer. Et ça se fait de différentes manières, mais une manière qui est très dans l'idéologie ou le concept de politique migratoire européenne est l'immigration circulaire, alors que les personnes viennent, qu'on les aide à adapter, à s'éduquer, à s'enseigner, à devenir des personnes qui peuvent rentrer et peuvent vraiment aider le développement de leur pays pour que les conditions là deviennent plus favorables et qu'on peut avoir un niveau de moins d'inégalité dans le monde. Mais ça, c'est une chose. L'autre chose est l'utilité de ce mur-là et que moi, personnellement, je le vois et je crois qu'ils évoquent un sens de violence, mais une grande question quelques personnes qui sont en faveur de ce mur, et moi je ne vais pas exprimer d'opinion, c'est que le grand problème de l'immigration vu de la point de vue Bruxelles est de la faire d'une manière légale. Alors, ce contrôle qui a été évoqué dans le slide, ce n'est pas une idée de contrôler pour ne pas laisser, c'est de le faire d'une manière légale, d'une manière plus ordonnée pour qu'on puisse donner les opportunités à personne. Parce que ce qui se passe au moment, nous avons la migration légale et la migration illégale. La immigration illégale est coordonnée par des groupes criminels, par des groupes qui font du trafficking de personnes. Et quand les personnes arrivent, ils n'ont pas l'opportunité de s'intégrer, d'avoir une situation prête. Alors, l'idée est que de la récente politique migratoire adoptée l'année passée, qu'on ait plus d'immigration légale, qu'on a les conditions à offrir, qu'on a les conditions à intégrer. Et ça, c'est un peu l'idée de l'organisation du processus immigration. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne pour l'intégration des immigrants. Et là, on a un grand domaine de politique au niveau européen, l'éducation, l'enseignement, le travail, politique sociale, politique d'information de personnes dans le pays, parce qu'une barrière grande, un mur grand, c'est la désinformation, le préconcept sur l'intégration. Alors il y a toute une série de politiques qui viennent de Bruxelles,
qui vise à ce que dans l'enseignement scolaire, dans les médias, dans les espaces culturels, on a la manière d'enseigner les personnes qui ont peur, qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas la culture étrangère, pour comprendre le grand bénéfice que ça peut être d'avoir une diversité, comme c'est exprimé dans le motto de l'Union européenne, une diversité de cultures, des religions, des âges, parce que dans l'Europe, nous avons un grand problème démographique. Nous sommes une population très âgée. Alors, c'est très important d'avoir plus de personnes pour travailler et pour travailler, pour produire, pour contribuer à la culture. Et vraiment, ça, c'est l'idée en Bruxelles, d'essayer vraiment de promouvoir ce type d'information, parce que la grande barrière, vraiment, c'est la manque d'information, la manque de compréhension, la manque de la compréhension de la beauté d'un environnement multiculturel. Et ça, c'est vraiment dans plusieurs politiques qui viennent de Bruxelles, il y a cette idée. Alors, qu'est-ce que le grand défi en Europe? Et ça vient un peu de cette discussion qu'on a de comment l'Europe est structurée. Il y a de différentes traditions dans de différents pays de multiculturalisme. Et il y a des pays comme le mien, par exemple la Grèce, qui n'est pas un pays très multiculturel. On n'a pas cette histoire. La France en est. Les pays de l'Est ont une grande passé d'isolation à cause de ce qui était la situation avant les années 90. Alors, l'adaptation n'est pas uniforme dans toute l'Europe à ces politiques qui viennent de l'Union européenne. Mais là aussi, il y a des programmes pour aider. Et en fait, les médias sociaux, les canaux différents de conversation, les centres comme l'Europe Direct, les bureaux de la Commission, du Parlement, on essaie toujours d'organiser des événements pour vraiment donner plus d'importance à ces questions-là. Alors, politique immigration, pour finir, c'est le défi du développement international, le défi de légaliser la migration pour éviter que la migration se passe pas par acteurs qui n'ont pas dans leur intérêt le bien-être des personnes, mais de leur gagne personnel. Et troisième, l'intégration et la cohésion sociale, une mentalité qui facilite l'intégration qui est pour le bénéfice de tout le monde. Alors, plus ou moins ça. Et pardonnez-moi au français, je ne parle pas très fréquemment en français. C'est très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on a dans les images les mots frontières en Hongrie, en Espagne. Tout à l'heure, on vous avait demandé où est-ce que sont les murs en Europe, et vous avez répondu en Pologne, en Hongrie. Donc, je profite aujourd'hui, on a un autre témoignage hongrois, Tamas, qui est aussi volontaire en Corps européen de solidarité au CRIJ. Et on aimerait savoir, est-ce qu'une résistance s'est créée en Hongrie en faveur de l'Union européenne et de ses valeurs, et en dépit ou en contraposition à son propre pays et les mouvements nationalistes? Et une deuxième question, que représente l'Europe pour toi, jeune Hongrois? Merci. Ben avant tout, j'aimerais bien commencer avec la politique de la Hongrie. Il s'agit bien de la séparation des gens, il s'agit bien de la peur, de la haine. Et du coup, par exemple, ça crée un environnement en Hongrie, par exemple, assez effrayant de temps en temps pour beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, en fait, parce qu'il n'y a pas forcément une stabilité, il n'y a pas forcément une réunification entre les gens. Donc par exemple, c'est ça la politique par exemple, qui concerne la migration, qui concerne l'idée de l'Europe, en fait. C'est bien une séparation de la Hongrie et du peuple de la Hongrie.
Donc, par exemple, répondant à la question, ça fait peur pour des Hongrois, pour la plupart des Hongrois. Donc, même dans le peuple, au sein du peuple hongrois, on voit une grande séparation entre des supporters du gouvernement et des supporters qui sont plus pour l'Europe. Par exemple, on peut voir de temps en temps un changement d'une loi dans 20 minutes. Donc vraiment, ça fait peur aux gens. Et à mon avis, il y a pas mal de gens qui sont contre le gouvernement. Donc c'est pourquoi il y a quelques jours, un état de l'ombre s'est formé en Hongrie. Donc il y a eu quand même un grand séparatisme contre le gouvernement. Mais vu que la construction de l'État, la construction de la politique ne permet pas de changer assez efficacement le gouvernement, parce que eux, ils ne représentent pas forcément le peuple, ils ne représentent pas forcément l'idée des jeunes, l'idée des gens en général. Donc depuis des années, en ce moment, il y a une grande séparation des idées qui est représentée même au sein du peuple. Donc vraiment, par exemple, si tu parles avec tes amis même, il peut y avoir des conflits, des idées diverses. Donc, par exemple, pour des jeunes, l'Europe, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut y rapprocher, il faut y adhérer. Donc c'est ça l'idée en ce moment. Et même pour les gens, l'Europe, c'est la stabilité, c'est l'unification des gens. Donc, par exemple, il y a pas mal de gens qui veulent adhérer à l'euro, par exemple, parce que pour eux, ce qu'on voit, le forain, ça change de jour à jour. Même, par exemple, tu peux aller dans un magasin le matin et l'après-midi, il n'y a pas les mêmes prix. Donc, on n'a pas de stabilité en Hongrie. Donc, c'est ça qui fait peur aux gens. Donc, par exemple, il y a un grand séparatisme contre le gouvernement, contre tout ce qui est séparer les gens et la haine surtout après tout ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est à peu près l'idée qui se forme dans le pays. Mais bien évidemment, il y a une autre partie aussi qui supporte le gouvernement, surtout parce qu'ils ont peur de la migration, parce que c'est ce que le gouvernement a dit. Ils ne voient pas autre chose. Tous les médias sont contrôlés, bien évidemment, ou tenus par quelqu'un de proche du gouvernement. Donc vraiment, genre, en un mot, c'est effrayant. Donc voilà. Merci Thomas. Alors, merci Thomas, justement, bonne transition. C'est vrai que la Hongrie fait partie quand même de l'Union européenne. Donc c'est cette diversité d'opinions en Hongrie. Comme tu le disais, voilà, les médias sont quand même muselés, entre guillemets. Pourtant, on est dans l'Union européenne, donc on a des moyens, nous, Européens, et jeunes Européens aussi, de s'exprimer sur l'Union européenne. Les murs, on l'a vu avec le mur de Berlin, mur frontière, mais on le voit là avec les images, mur aussi d'expression artistique, mais d'expression qui fait passer aussi des messages sur l'engagement, sur les valeurs qu'on veut porter, sur les revendications aussi. Et la jeunesse aussi, et moins jeune aussi, hein, on est aussi sur les réseaux sociaux et on a vu aussi des images, et vous le faites aussi quotidiennement sur vos réseaux sociaux préférés. Sur Insta, on appelle bien le mur aussi sur Insta, donc on peut aussi s'exprimer, faire partager ses engagements, ses valeurs, ses revendications. Mais est-ce que l'Europe est attentive à cela? Est-ce que l'Union européenne les entend? Est-ce que l'Union européenne donne aussi la possibilité, notamment du coup à des jeunes, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire entendre leur voix? Ferran? Bon, particulièrement cette année, on essaye de faire exactement ça. C'est l'année européenne de la jeunesse.
On a encouragé les jeunes à participer dans les débats européens avec la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je suis sûr que le Centre Europe Direct de la Normandie ont organisé plein d'événements pour vous donner la parole. Et je vous dis que la présidente de la Commission est particulièrement attentive à ce que les jeunes veulent dire. D'accord? Les jeunes venus de tous les pays, de tous les milieux sociaux, de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les origines, sont des voix qui intéressent. Je voudrais vous dire une chose à les gens de votre âge. Probablement, l'année 2024, vous aurez déjà plus de 18 ans. C'est ça? Ok, alors ça sera probablement votre première participation démocratique, les élections au Parlement européen. Le Parlement européen, à part d'avoir des fonctionnaires très sympas, c'est une institution qui prend la plupart des décisions qui affectent votre vie, beaucoup plus que l'Assemblée nationale, par exemple. La plupart de l'activité législative des parlements nationaux, c'est en fait des transpositions de directives européennes décidées au Parlement européen. Alors, je vous invite à réfléchir à qui vous voulez voter aux élections au Parlement européen, à qui vous voulez chacun et chacune, parce que ces personnes que vous choisirez vont prendre des décisions qui vont avoir un impact important dans les prochaines 5 années de votre vie et probablement à plus long terme, dans des choses comme l'immigration, comme les droits fondamentaux, comme le développement économique, comme les vaccins, comme la guerre en Ukraine, comme l'approvisionnement énergétique cet hiver, des choses qu'on en touche chaque jour de votre vie. Et je vous invite à vous exprimer des voix, à donner des témoins comme ceux que nous avons entendus maintenant, mais aussi à exercer votre devoir démocratique qui est de choisir vos représentants au Parlement européen. C'est ça que beaucoup de pays autour de l'Union européenne aimeraient avoir la possibilité d'avoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir à l'Union européenne. Puis-je dire une chose qui n'a rien à voir avec ça? Oui. Non, parce que j'ai entendu une chose que tu parlais, c'est la question démographique et l'immigration. Nous avons besoin d'immigrants qui viennent. Ce n'est pas une chose qui est bonne pour la diversité culturelle. C'est parce que si on n'a pas d'immigration en Europe, l'année 2060, nous serons 100 millions d'Européens moins. 100 millions. C'est une question d'âge. Nous avons un taux de natalité très bas et un espoir de vie très haut. On a besoin de gens qui viennent de n'importe où et qu'ils apportent pas seulement son travail, mais aussi sa culture, ses traditions, sa façon de voir le monde et plein de choses. Si je peux conter une petite anecdote, moi je suis catalan et nous avons notre danse nationale catalane. Comme vous avez vos danses normandes, on a notre danse. Et j'étais invité à une radio de la communauté latino-américaine à Barcelone. Et je disais, mais bon, est-ce que vous vous intégrez ici? Est-ce qu'il y a des latinos qui apprennent à danser la sardana? Il dit, oui, il y a des gens qui veulent apprendre à danser la sardana. Mais le problème, ce n'est pas celle-ci. Le problème, c'est qu'il y a des milliers et des millions de Catalans qui veulent apprendre à danser la salsa, et le tango, et la bachata. Est-ce que ça, c'est mauvais pour la Catalogne? Non, je pense que non. C'est fantastique. Nous nous sommes enrichis à niveau musical, gastronomique, culturel, linguistique, idéologique. Vous pouvez penser à toutes les choses qu'on peut apporter. Évidemment, connaître l'autre exige un effort, mais c'est un effort que je crois personnellement que vaut la peine. Moi, il y a 3 ans que j'habite en France, il y avait beaucoup de choses. Je venais avec beaucoup de préjugés, par exemple. Je pensais que la France était un pays très unique. Et j'ai découvert qu'en France, il y a une diversité incroyable. Rien à voir en Normande avec, je ne sais pas, un Breton ou avec quelqu'un qui habite au sud, ou certainement avec un Parisien. Et voilà. Et le fait d'être ici, de voyager, de vous voir, de parler avec vous, d'interagir, m'enrichit beaucoup. Et ça, je trouve que
ça vaut la peine. Mais c'est difficile, j'ai dû apprendre votre langue. C'est une langue très belle, mais très compliquée. Il y a tellement d'exceptions à tous les verbes français qu'on n'arrive jamais. Mais bon, ça vaut la peine de faire l'effort. L'espagnol, c'est aussi très difficile. Alors, et les Turcs. Il dit ça parce que je suis d'origine turque, je suis français et turc, donc voilà pourquoi il dit ça. Alors, on a débordé sur notre atelier, mais on va vous prendre 5 minutes de plus parce qu'on va vous faire participer à notre atelier de façon écrite. Vous allez laisser votre témoignage pour nous, pour l'Europe. Comme vous voyez là, vous avez des jeunes en fait sur le bord de la scène, vous pourrez lire si vous voulez en sortant, des jeunes qui ont participé à la conférence sur l'avenir de l'Europe et qui ont donné leurs idées pour le futur de l'Europe. Et nous, on en a fait une petite expo, les 3 centres Europe Direct, que vous pourrez découvrir. N'hésitez pas. Notre question, c'est les murs sont aussi des symboles de paix qu'on peut voir là à Berlin, à Belfast, des murs qui séparaient les Européens, aujourd'hui qui les réunissent et qui sont devenus des symboles de paix. Vous aussi, en sortant, écrivez sur les petites feuilles qu'on vous donne, ce sont des briques. Écrivez sur vos briques et dites-nous, exprimez-vous pour la paix, posez votre brique pour la paix. En sortant, vous avez le mur bleu juste derrière l'écran. Vous pouvez aller coller vos briques sur le mur et on aura votre mur d'expression, le mur d'expression de cette salle, de ces 100 jeunes qui sont là et qui vont s'exprimer pour la paix en Europe, dans le monde, pour la paix dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à vous exprimer et nous on en fera un résumé qu'on donnera aux institutions européennes. Donc merci beaucoup. Pendant ce temps, on va faire une petite conclusion, chacun un mot pour conclure cet atelier. On vous remercie beaucoup. S'il vous plaît, vous écrivez dans le silence, comme ça on pourra écouter les conclusions. Et en sortant, vous pourrez coller vos briques et récupérer de la documentation. Merci beaucoup de votre attention et on termine avec un mot de nos intervenants. À votre cours, voyagez tout ce que vous pouvez, découvrir l'Europe, découvrir la diversité. Et si vous pouvez aller au-delà, faites-le. Demandez à Michael et tous les centres Europe Direct sur Discovery EU, sur le programme Erasmus, sur tous les mouvements que vous pouvez faire, parce que voyager, c'est s'enrichir. Je voulais dire la même chose. Voyagez, bougez, allez, n'ayez pas peur. N'importe où. Vous pouvez que apprendre, voir des choses nouvelles, rencontrer des gens, et pas seulement en Europe. Dernièrement, j'ai fait un Erasmus+, et il y avait des jeunes d'Angleterre, non pas d'Angleterre, Wales, we're Welsh, we're not British, okay? Donc, ils ont réussi à être là. Ils sont vraiment intéressés à s'intégrer aussi. Ils sont vraiment désolés. Ils sont hyper angry qu'ils ne peuvent pas faire partie de l'Europe. Ça, c'est important. Soyez alerte. Bougez, c'est vraiment important. Apprenez les langues. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour s'exprimer et pour aller plus loin. Vous voyez, l'Europe vous donne des chances énormes. Moi, j'ai vécu en France, j'étais prof dans l'éducation nationale et je n'ai pas la nationalité française. Ce n'est pas nécessaire pour apprendre, pour être, pour vivre, pour voyager, pour travailler n'importe où. Allez dans les autres pays, allez dans les pays scandinaves, tout le monde parle anglais. Allez en Pologne, il y a 1000 jeunes qui parlent anglais, qui sont vraiment intéressés à rencontrer, à voir des jeunes et échanger. Vous avez vraiment toutes les chances et l'avenir devant vous et pensez-y aussi au moment de la vote. N'oubliez pas, c'est important. Voyagez, informez-vous, informez-vous. Ça c'est peut-être venant de Bruxelles. Parfois, je parle à des groupes de personnes et ça paraît très bureaucratique et très difficile à comprendre. Mais je vous avoue qu'en cherchant et en s'informant de l'Union européenne,
non parce que je travaille là, mais tous vos rêves, une grande partie, vous pourriez trouver de programmes qui vont les financer. Si vous voulez désigner sur un mur, et ça que vous désignez, c'est quelque chose que vous rapproche à d'autres dans l'Europe ou non, je vous avoue, je ne sais pas, mais il y a un programme qui vous aidera à le faire. Si vous voulez voyager, il y a un programme que vous aidera à le faire. Nous avons tous Européens ensemble construit quelque chose pour nous aider à nous intégrer. Et je vous dis, ça paraît un site, peut-être un website un peu ennuyant, il y a tant de choses à faire. Et moi aussi, je l'ai découvert dans ma vie. Je l'ai découvert quand je suis allée au Brésil et comme Européenne, il y avait un monde d'opportunités que je pourrais faire de la délégation de l'Union européenne au Brésil, comme Européenne au Brésil. De programmes d'éducation, de programmes de langue, de programmes de voyage. Alors, c'est une époque difficile pour la communication de l'Union européenne. Il y a tant d'informations dans le monde, tant de différentes informations, quelqu'un ne sont pas vraies, mais la vérité, on le découvre en cherchant. Alors oui, voyagez, apprenez. Et moi, comme chercheuse, j'étais académique avant de venir ici, recherchez, utilisez cela et recherchez. Et vous trouverez que vous avez un grand privilège d'avoir accès à toutes ces choses. L'Union européenne, c'est un projet de transformation de guerre en paix, de murs qui séparent en murs concolores. Trouvez la transformation que vous voulez faire et faites-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir... Venez à Berlin. Merci à vous d'avoir été très attentifs à cet atelier. Vous pouvez continuer à réfléchir à ces questions et à nous contacter. Vous avez les contacts ici. Et vous pouvez laisser vos petits mots sur vos sièges avant de sortir. Merci beaucoup. Et une dernière annonce pour les lycéens, vous pouvez pique-niquer dans la salle jusqu'à 13h.